Donc, pour démarrer cette rencontre, on va se présenter. On est deux animateurs pour cette rencontre. Donc, moi-même, Séverine Bastard, de la Fédération du bâtiment Île-de-France Est et coporteur du campus des métiers des qualifications transition numérique et écologique dans la construction. Et bonjour à tous, donc Geoffrey de Consigny, chargé de mission d'inspection sur l'académie, en charge notamment des filières du bois et du BTP, de tout ce qui concerne le second œuvre. Donc on a fait le choix de venir en présentiel ici pour qu'on puisse co-animer cette rencontre et cet échange. Une petite information, donc on va vous dérouler effectivement la présentation. N'hésitez pas, puisqu'effectivement on souhaite que ce soit une rencontre et d'échange entre les entreprises et les enseignants, de vous signaler par une levée de la main si vous souhaitez prendre la parole, de manière à ce que je désactive vos micros, et ou de nous envoyer vos petites questions dans le chat que nous nous permettrons du coup de retranscrire ou de redonner à nos interlocuteurs. Je passe la parole à nos deux référents d'accueil, donc Vincent Fraissinet, notre directeur général à la Fédération du bâtiment, et Olivier Lefebvre, donc à l'Académie de Créteil. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver dans ces circonstances, un petit peu ému d'ouvrir ce webinaire. Quel petit mot d'accueil et d'introduction, vous dire que bien sûr la construction connaît des mutations de fond. Dans la période actuelle, ce n'est pas propre à notre secteur, mais on peut noter que c'est particulièrement important puisque ça concerne quand même 1,5 million de salariés en France et plus de 200 000 entreprises, donc un milieu assez atomisé. Qui nous caractérise. Alors ces mutations, comme tout changement, peuvent inquiéter. Or, en fait, elles représentent une chance. En effet, elles sont liées soit à l'environnement, donc à la protection de la planète, soit au numérique. Et ces deux sujets, finalement, sont là pour nous aider à renforcer l'attractivité et le sens de notre travail, que ce soit pour nous-mêmes ou plus encore pour les jeunes. C'est vrai qu'à l'heure où la recherche de sens traverse la société, on ne peut que s'en réjouir. De même, faire valoir l'importance du numérique dans nos métiers, chose plutôt méconnue, ne peut que séduire davantage de jeunes et en faire des atouts. Ces jeunes représenteront des atouts pour nos entreprises. Alors, au-delà de l'enjeu environnemental, qui, au passage, on peut rappeler la question de la performance énergétique dans le bâtiment représente 40% des émissions de CO2, donc quelque chose qui n'est pas anecdotique pour notre pays et pour la planète. Mais au-delà même de cet enjeu, avoir un objectif de protection de l'environnement, c'est aussi une façon d'agir et de se positionner dans son milieu. Une nouvelle façon d'agir et de se positionner. C'est savoir que l'on n'est pas forcément au centre de tout, mais c'est faire avec et pour les autres. Cela tombe bien, car au BTP 117, on ne veut pas faire les choses seul. On ne sait les faire, je dirais même qu'en partenariat. Le sujet de la formation est de plus, par nature, une action qui se mène en commun. Il n'y a pas de formation, mais il y a de la co-formation entre les enseignants, les établissements de formation et les entreprises. La nouveauté, si je puis dire, c'est que pour faire des progrès aujourd'hui, il ne suffit pas de décider à la tête des organisations. Il faut que les gens de terrain, ceux qui font véritablement les choses, c'est-à-dire là aujourd'hui, en l'occurrence, les enseignants, les entrepreneurs, les artisans se rencontrent. C'est toute l'ambition de l'organisation qui est proposée aujourd'hui. Et je veux en remercier chaleureusement les représentants de l'Académie de Créteil, Monsieur Lefebvre et vos équipes, et ceux des universités Gustave Eiffel et Paris-Est Créteil. Je souhaite aussi associer à mes remerciements l'intervention d'experts nationaux de la filière bois. Ensemble, nous voulons mettre en place une collaboration fructueuse entre les acteurs dans la filière bâtiment durable, le campus des métiers des qualifications de transition numérique
et écologique dans la construction qui nous est commun permet cette rencontre. Ce sont d'ailleurs 7 rencontres qui associeront 7 familles de métiers de la construction qui vont s'organiser tout au long de ce mois de février. La nôtre aujourd'hui est celle qui lance ce mouvement. Le but, c'est qu'elle permette d'instaurer des liens opérationnels forts entre les entreprises et le monde de la formation pour faire évoluer les formations et améliorer toujours l'insertion des jeunes. Donc je souhaite bon vent à cette collaboration. Elle a déjà des fondations solides, mais voilà, les échanges directs qui vont être permis, j'en doute pas, seront fructueux. Et encore une fois, un merci et un bravo pour ces échanges qui vont se générer. Voilà. Je passe la parole à mon complice, si je puis dire, Monsieur Lefebvre, alors, puisque Séverine a prévu comme ça la prise de parole. Merci beaucoup, Monsieur Fressinet, Monsieur le directeur général, de nous recevoir finalement dans cet espace virtuel, malheureusement encore en ce moment. Nous sommes vraiment très heureux de nous retrouver dans ce format d'échange, dans ces temps d'échange qui a existé par le passé et que nous avons tout particulièrement apprécié et qui nous ont d'ailleurs donné plein d'idées de coopération. On peut presque dire que l'idée de ce campus que vous avez mentionné est née de ces échanges. Donc un grand merci finalement au campus dont nous sommes tous fiers de renouveler ces temps d'échange si précieux. Ce campus, c'est pas une simple signature entre différentes parties dont les ambitions auraient, comme parfois malheureusement c'est le cas, se délitent dans le temps. Au contraire, nous sommes tous embarqués dans un projet collectif qui ne fait qu'amplifier, qui ne fait que se structurer, qui nous amène d'ailleurs parfois à bousculer un peu nos propres organisations pour trouver les faiblesses, l'agilité, les clés pour avancer sur des solutions concrètes, pragmatiques, qui rendent service et qui ont vocation à rendre service à tous, tant les organismes de formation, les lycées, les CFA, que les entreprises, branches professionnelles, rectorats, conseils régionaux, et puis tous nos partenaires. Donc nous avons chacun nos propres enjeux, nos propres difficultés parfois, et puis nos propres politiques aussi. Et le campus nous a permis de se fixer des objectifs clairs, ambitieux, ensemble, renforcer les liens qui nous animent dans le consortium, dans le continuum, orientation, formation, emploi, travailler l'attractivité, développer des projets communs, développer des partenariats de territoire, de proximité, enrichir nos réflexions quant aux propositions d'évolution de la carte des formations, également, enrichir et actualiser nos pratiques en classe. Voilà, autant de sujets qui finalement justifient l'importance cruciale de se parler des métiers, de se parler de leurs enjeux, de leur actualité et de leur perspective, comme vous l'avez amorcé, Monsieur Fressinet. Donc c'est bien la nature de ces échanges et je vais me taire rapidement pour leur laisser libre cours et remercie vivement encore donc la FFB Île-de-France Est de permettre ces rencontres. Remercier tout particulièrement Séverine pour tout l'engagement et le travail fourni en ce sens. Et puis un grand merci également aux établissements présents et naturellement à nos intervenants experts. Merci beaucoup. Rodolphe Moffron, je suis le responsable charpente construction bois, l'Union des métiers du bois de la FFB, donc l'union qui rassemble l'ensemble des entreprises adhérentes de la Fédération française qui font de la charpente et de la menuiserie et de la construction bois. Voilà. Donc on représente à peu près 8000 entreprises qui sont adhérentes à la FFB, qui sont sur ces marchés-là et qui sont issus des métiers historiques de la charpente et de la menuiserie. Moi, je suis responsable de la construction bois de la charpente. Alors, je vais vous présenter une étude, un contrat d'études prospectives qui a été fait entre la filière bois et avec la filière bois et puis le ministère du Travail. Je vais vous présenter quelques chiffres qui devraient nous permettre d'avoir une vision d'aujourd'hui et de demain, puisqu'on va aller jusqu'à 2025 et 2030.
Donc voilà les quelques chiffres que je vais vous présenter issus de cette étude dont vous avez la synthèse qui est en lien. Vous aurez, je pense, Séverine vous distribuera ensuite les présentations, c'est le cas, oui Séverine, donc vous pourrez relire ça à tête reposée plus tard. Le périmètre de l'étude qui a été réalisé en 2019, c'est important de le préciser parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées depuis 2019. Donc le secteur comprend environ, c'est la filière bois, toute la filière amont-aval, hein, donc la forêt, les arbres, les scieries, jusqu'aux charpentiers, menuisiers, les négoces, toute la filière. Hein. C'est à peu près 475 000 emplois en France en 2018. Donc il y en a 12% pour la transformation, 17% pour le négoce et 70% quasiment pour la construction. Entre 2007 et 2018, il y a eu une baisse qui était du fait de la crise financière et depuis ça a tendance à remonter. L'évolution elle était sur 2019-2020 mais depuis on sait que ça a regrimpé. Néanmoins les plus fortes baisses donc au début des années 2010 c'était sur la transformation moins 23%, le négoce moins 10% et la construction moins 12%. La répartition des emplois se fait comme ça à 50%, plus de 50%, ce sont les métiers de la mise en œuvre et de l'installation, donc nos métiers de la charpente et de la menuiserie, de la mise en œuvre. Et le reste de la répartition, vous le voyez sur le camembert, qui est assez explicite. Les métiers de la R&D, bureau d'études, méthode, process et performance, c'est une proportion qui augmente, on l'a vu, on l'a constaté. Les métiers de la production et de la fabrication, les métiers du support technique, les métiers des achats, de la logistique, les métiers de la commercialisation, du marketing, de la communication. Voilà, mais dominés essentiellement donc par les métiers de la mise en œuvre et de l'installation. On a quelques chiffres régionaux, voilà, donc je ne sais pas si vous voyez, c'est peut-être un peu petit pour vous. Sur l'Île-de-France, donc on a pour toute la filière 74 554 emplois. Voilà, et donc avec une variation, une évolution du nombre d'emplois salariés qui est plutôt bonne, environ 8%. Voilà, donc mine de rien, c'est une région pas si boisée que ça par rapport à d'autres régions, mais qui emploie quand même beaucoup de monde plutôt dans la partie aval de la filière. Et si on regarde justement donc cette même carte, mais avec une répartition de l'emploi salarié, donc pour la construction bois, donc l'Île-de-France représente 63 139 emplois salariés, ce qui est assez conséquent par rapport aux autres régions. La région Île-de-France a une particularité, elle est petite, mais elle concentre beaucoup de chantiers et elle n'a pas forcément énormément, beaucoup de ressources, bien qu'il y en ait, mais par rapport à d'autres régions comme Nouvelle-Aquitaine ou Grand Est, il y a beaucoup plus de ressources et d'industrie du bois. Mais donc nous, on est plutôt, notre centre de gravité, il est plutôt vers l'aval de la filière. Voilà. Donc ça, c'est pour les quelques chiffres. On a d'autres chiffres, on pourra détailler, on a d'autres études pour les photographies, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui arrive après. Donc cette étude-là avait établi plusieurs scénarios de développement de la construction bois et elle avait retenu à l'époque, en 2019, un scénario volontariste. C'est-à-dire, ils avaient imaginé, les auteurs de l'étude avaient imaginé qu'il y aurait un fort développement du bois. Il se trouve que donc en 2021, avec les annonces de la en 2020, pardon, avec les annonces de la RE 2020, en fait, la réalité a largement dépassé la fiction, entre guillemets, et donc les chiffres que je vais vous présenter là, qui étaient des estimations pour un futur de 2025 ou 2030, sont, on pense, déjà sous-estimés par rapport à la réalité avec les annonces de la RE 2020 qui est allée plus loin que ce qu'on imaginait. Donc il va falloir mettre les bouchées doubles, en gros. C'est ça que ça veut dire. Donc là, déjà, sur ce premier graphe, on voit que d'ici à 2025, il va falloir 30 000 emplois. Il va falloir trouver 30 000 emplois, 30 000 salariés en plus. Il va nous manquer 30 000 personnes. Et à 2030, ça va être 30 000 de plus, donc ça va être 60 000. Donc ça, et là, par contre, ce sont des chiffres sur toute la France, hein, c'est pas juste l'Île-de-France. Mais bon, vous voyez que l'Île-de-France a un point important, donc ça va être des chiffres à peu près, enfin en proportion, ça sera de toute façon aussi impactant pour la région Île-de-France. En plus de ces créations d'emplois, il y a les départs en retraite.
Ce qui fait que, par exemple, pour 2025, il va falloir trouver donc ces 30 000 nouveaux emplois et ces 45 000 départs en retraite, ça fait 75 000 personnes qu'il va falloir trouver pour 2025. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu sous-estimé par rapport à la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est qu'après, ils sont allés chercher un peu plus fin en découpant métier par métier. Et donc là, ils ont établi des indices de tension, de recrutement. Donc c'était en 2019. On sait que ça c'est encore plus tendu aujourd'hui. Et on a les métiers, donc les métiers du support technique et de la maintenance, métiers de la mise en œuvre et de l'installation. Donc là, c'est vraiment, je dirais, le charpentier et le menuisier qui est sur le terrain. Les métiers de la R&D, des études et de la conception. Donc là, ça va toucher tous les bureaux d'études de nos entreprises. Les métiers de la production et de la fabrication. Donc ça, c'est tout ce qui est dans l'atelier. Les métiers de la commercialisation du marketing. Et puis, dans une moindre mesure, les métiers des achats, de la logistique et de la supply chain. Alors, si on regarde spécifiquement sur les postes, donc on a le charpentier bois qui a l'indice de tension le plus fort, voilà, avec 82,4%. Menuisier aussi, ouvrier de l'agencement et de l'isolation, 76%. Ouvrier qualifié du travail du bois et de l'ameublement, 72%. Ouvrier non qualifié du travail du bois, 61%. Et ouvrier non qualifié du papier, carton et du bois, parce que ça fait partie de la filière bois aussi, 42%. Voilà. Sur l'ensemble des métiers, on a un indice de tension de 63%. Je pourrais vous expliquer par la suite comment ils calculent cet indice de tension. C'est par rapport aux offres d'emploi qui sont émises sur Pôle emploi. Alors Pôle emploi ne représente pas toutes les offres d'emploi en France, mais bon, c'est une bonne base et à partir de là, ils font des extrapolations. C'est assez juste quand même. Et là, on voit donc ces chiffres-là qui ont été établis en 2019, qui projetaient donc qui faisaient des projections sur l'horizon 2025. Et là, par famille de métiers, on voit les besoins nets de salariés dont on aurait besoin. Donc, par exemple, pour la famille des métiers de la R&D, du bureau d'études et de la conception, effectif estimé en 2025, on serait à 12 000 personnes. Et donc ça veut dire qu'il nous en faudrait 1800 de plus que par rapport à aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut le voir. Métier de la production et de la fabrication, il faut en trouver plus 1700. Le support technique plus 5000. Mise en œuvre et installation plus 13 000. Voilà. Les petits charpentiers et les petits menuisiers, il nous en faut plus 13 000 d'ici à 2025. Logistique, c'est stable, ça va. Et commercial et marketing, même là, on a besoin de monde puisqu'il y a une création nette de plus 1500 personnes. Alors en termes de postes, ça se retranscrit comme ça. Technicien bois, c'est plus 250. Opérateur, conducteur, équipement, transformation du bois, donc on est plutôt sur l'amont là, plus 1500 postes. Menuisier, installateur, fabricant, installateur, 3400 postes. Charpentier, 1450 postes, et encadrement technique, donc chef de chantier, chef d'atelier, 550 postes. Rodolphe, on est toujours sur des chiffres nationaux, hein? Oui, bien sûr. Ah, ouais. Alors, l'étude a démontré aussi qu'il y avait un déficit de l'offre de formation initiale. Donc, on a besoin d'attirer des jeunes, et en plus, on n'a pas assez d'offres de formation initiale. La voie de l'apprentissage est insuffisamment développée et les profils formés par voie scolaire ne sont pas suffisamment opérationnels selon les entreprises. Cependant, les référentiels BTS, je dirais même BP et CAP, enfin pour bien les connaître, les référentiels BTS, BP et CAP sont assez bien faits, ils sont révisés régulièrement et il y a toutes les compétences dans ces référentiels-là pour faire les jeunes dont on a besoin. Notamment le BTS, SCBH, qui répond quand même à beaucoup d'attentes de la part des entreprises, parce que c'est un peu le BTS couteau suisse. Il est très riche, très dense, on doit d'ailleurs le réviser. On l'a révisé en 2014, on va le réviser là l'année prochaine. Et ce BTS-là est vraiment fournisseur de beaucoup de jeunes qui vont dans tout type d'entreprise pour plusieurs typologies d'emploi. Donc c'est vraiment un bon diplôme avec un bon niveau de connaissance.
Bon, alors ça, c'est les facteurs de parcours professionnel. C'est à quel moment dans la vie on est en capacité d'être formé. Ça, c'est plus générique, mais ça, vous devez connaître. Et après, on attaque, on découpe encore plus fin et on va regarder les compétences dont on va avoir besoin. Alors, il y a différentes notions à avoir. Il y a les métiers qui sont stratégiques, il y a les métiers qui sont en transformation, et puis vous avez aussi les compétences stratégiques. Et en termes de compétences stratégiques, il faut faire attention. En plus, ça se redécoupe encore plus fin. Il y a celles qui sont non pénuriques, il y a les compétences qui sont pénuriques, et puis il y a les compétences émergentes. Par exemple, les compétences émergentes, c'est comme le BIM, des compétences stratégiques, mais qui sont non pénuriques, c'est-à-dire que on en a besoin. Elles sont nécessaires dans l'entreprise, mais on sait les trouver sur le marché du travail. Ce qui est délicat, c'est quand on a des compétences qui sont stratégiques et qui sont pénuriques. C'est-à-dire que là, vous en avez besoin, puis il n'y en a pas. Voilà, ça, c'est vraiment le point problématique. Alors, pour les métiers de la R&D, des études et de la conception, c'est ce qui se développe le plus en proportion. C'est-à-dire que les entreprises développent beaucoup plus la partie conception dans leur fonction. Eh ben, ce sont des métiers qui sont tous stratégiques et en transformation en plus. Donc, que ce soit le responsable R&D, responsable bureau des études, des méthodes, ça se développe aussi les méthodes dans les entreprises. C'est pas que l'apanage des entreprises générales. Les process, les chargés d'études, les techniciens bois, techniciens des méthodes. Voilà, donc ça, ce sont des métiers qui deviennent stratégiques et qui sont aussi en transformation. Pas celui des techniciens de méthode, les méthodes ne changent pas. Alors les compétences, donc l'étude est assez bien faite parce qu'elle va même jusqu'à indiquer les compétences qu'il va falloir mettre en avant dans les référentiels de formation. Donc compétences de conception de solutions sur mesure, compétences de veille réglementaire et technologique, parce que les choses évoluent très vite, que ce soit au niveau de la norme ou de la réglementation. Évidemment, des compétences pour les outils digitaux, dont le BIM, et puis compétences sur la standardisation des méthodes, qui devient essentielle. Pour les métiers de la production et de la fabrication et du support technique, donc tous les métiers qui sont cités là sont donc stratégiques et en transformation, donc chef d'atelier, conducteur d'équipement de ligne automatisée, opérateur de transformation du bois, pilote de centre d'usinage, menuisier fabricant, technicien de maintenance. Voilà, donc il y a une grande automatisation et robotisation de la production qui avait déjà commencé, hein, c'est pas nouveau, ça avait déjà commencé dans les années 90, c'était fortement développé dans les années 2000, mais là c'est vraiment très répandu et c'est vrai qu'on voit de plus en plus même de robots, on passe de la machine à commande numérique aux robots maintenant dans les ateliers. Donc ça nécessite forcément des pilotes pour les centres d'usinage ou même enfin moins pour les robots, mais pour les centres d'usinage. Et la modernisation de l'outil de production, la maintenance prédictive et les technologies de réalité augmentée feront évoluer aussi les métiers de la maintenance. Donc là, on a beau avoir des entreprises artisanales, semi-artisanales, on a besoin d'acquérir des compétences de l'industrie en fait. C'est ça que ça veut dire. Alors, donc, les compétences qui vont avec ces métiers de la production, donc évolution des différents métiers d'opérateur vers le métier de conducteur. Donc c'est plus la même chose, on passe d'opérateur à conducteur, d'équipement de ligne ou de ligne automatisée. La polyvalence requise pour l'ensemble des opérateurs conducteurs nécessitera des capacités d'adaptation et une meilleure compréhension de l'ensemble du process. Évidemment, si on se retrouve avec des ateliers avec plusieurs machines et un process de transformation du bois qui passe par plusieurs machines, c'est l'ensemble qu'il faut appréhender et pas juste une machine. Nécessité d'un renforcement des compétences des chefs d'atelier aux interfaces, conception, fabrication, mise en œuvre et un accompagnement du changement. Alors ça, c'est des postes hyper stratégiques. Maintenant, le chef d'atelier, le chef de chantier, il va falloir qu'on muscle nos ateliers avec des chefs d'atelier beaucoup plus aguerris.
Et les chefs de chantier aussi, on n'en a pas. Enfin, en construction bois, on n'a pas de chef de chantier, donc c'est dramatique, hein, là, c'est très pénurique. La digitalisation induira un changement de culture pour l'ensemble des métiers et des nouvelles compétences et un changement de culture pour les techniciens de maintenance aussi. Voilà, donc ça c'est pour la partie vraiment production et qui est la plus industrielle. Après, si on passe sur le chantier, donc sur la mise en œuvre, bah alors là il nous faut tout aussi, un conducteur de travaux avec une spécificité bois. Il y en a très peu, enfin il n'y a même pas de formation initiale dans ce domaine-là, parce que les formations de conducteurs de travaux ne traitent pas du bois. Voilà. Et les formations du bois ne font pas de conduite de travaux, donc là on est carrément à sec. Chef de chantier, chef d'équipe, alors des chefs d'équipe on en a, mais des chefs de chantier, bah, ça n'existe pas non plus en tant que tel. Le vrai chef de chantier comme on a chez un major par exemple du bâtiment, on ne va pas forcément leur trouver l'équivalent dans le bois, c'est assez rare. Menuisier, fabricant, installateur, menuisier, installateur, charpentier, fabricant et installateur. Alors quoi, installateur, bon, c'est un mot un peu péjoratif pour les hommes de métier, mais c'est comme ça que c'est utilisé par les rédacteurs de l'étude, mais il faut l'entendre comme effectivement le charpentier levageur plutôt. Et puis opérateur de levage, levageur bois, c'est-à-dire que bah là pour le coup j'utilise le bon terme. Est apparue la nécessité d'avoir des gens qui ne font que du levage. Donc pas forcément un charpentier avec une formation complète, mais peut-être des gens qui n'ont que la compétence de levage, comme ça se fait par exemple dans le métal, assez facilement, plus régulièrement. Voilà. De plus en plus des chantiers, donc des pilotages de chantiers qui sont de plus en plus complexes, avec de la mixité de matériaux. Renforcement de la préfabrication, donc il faut savoir appréhender l'arrivée de ces modules préfabriqués et puis leur assemblage, ça c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Le développement donc de la mixité de matériaux, on l'a dit, et une forte progression du marché de la rénovation, sur lequel on peut avoir de la préfabrication aussi. On peut préfabriquer par exemple des façades ossature bois pour venir rénover des bâtiments, des logements collectifs. Donc voilà, tout ça se croise. Et sur les compétences dont on aura besoin dans ces emplois-là, donc le conducteur de travaux et le chef de chantier bois en 2025, donc une forte évolution des compétences requises, surtout un fort nombre à faire évoluer aussi parce qu'on en manque drastiquement. Donc des compétences de l'opérateur de levage, et puis à l'horizon 2025, les charpentiers menuisiers devront conserver leur savoir-faire traditionnel et développer des nouvelles compétences pour intégrer tout ce qu'on vient de dire. Donc c'est dense, ça fait un beau programme de formation. Et c'est pas fini parce qu'on aura aussi besoin dans les métiers du management, de la commercialisation et des supports transverses. Donc c'est les métiers d'artisans, de chefs d'entreprise, TPE, PME ou de chargé d'affaires. Donc là, c'est pareil. Ce sont des métiers qui sont stratégiques et en transformation. Les artisans et chefs d'entreprise, TPE, PME devront faire des choix stratégiques plus clairs et plus marqués que par le passé. Et le métier de chargé d'affaires se développe et devient stratégique même dans des entreprises de petite taille. Donc ça, c'est vraiment des choses que les TPE, PME vont devoir intégrer assez rapidement parce que le chef d'entreprise ne pourra pas non plus tout faire. Alors, concernant les compétences de ces dirigeants, il faudra savoir faire des choix stratégiques, évidemment, de positionnement sur le marché, de modèle économique et d'investissement. Et le chargé d'affaires devra renforcer sa capacité à anticiper les opérations de fabrication et de mise en œuvre. Voilà. Et, vu qu'on conçoit de mieux et plus avant de fabriquer, et que ce qu'on fabrique en plus est préfabriqué, ce sont des modules, que ce soit du 2D ou du 3D, ça nécessitera forcément de la méthode. Voilà un petit panorama de tous les emplois qui sont destinés à toutes ces personnes qui seront formées dans la filière bois. Voilà, ça ne manque pas d'emplois. Et on n'a pas de chiffres actuellement sur 2022, mais tous les retours que l'on a dans toute la France et l'Île-de-France aussi,
c'est que c'est très très tendu, quoi. C'est-à-dire que là, actuellement, on pourrait embaucher des centaines et des milliers de personnes dans la filière, mais on ne les a pas. Donc il y a un vrai sujet sur l'attractivité vers notre filière, mais on a déjà travaillé dessus, on n'a pas rien fait sur l'attractivité, on pourra en parler un peu plus. Et après, il y a un autre sujet aussi, c'est la fidélisation, quoi. Parce que ça sert à rien de former à tout va si après on perd les jeunes au bout d'1 an, 3 ans ou 5 ans. Il faut qu'on sache les garder aussi dans notre filière parce que c'est un des vrais enjeux pour les années à venir. On a pas mal d'arguments quand même pour faire venir et garder les jeunes dans notre filière. Comme le disait Monsieur Lefebvre tout à l'heure, ou Monsieur Fressinet, je ne me souviens plus, mais il y a 2 enjeux, c'est le numérique et l'environnement. Bingo, on a les deux dans la filière bois. On a une forte intégration du numérique et on œuvre pour l'environnement, donc on a des arguments pour faire venir les jeunes, mais il va falloir les utiliser et pour les garder aussi ensuite. Voilà. Donc j'en ai fini, j'ai été rapide parce que Cyril m'avait dit de faire vite, donc pas trop long, donc j'espère que c'était pas trop court. Mais enfin, de toute façon, la tendance, si je peux résumer, c'est que donc la filière se développe, la construction bois se développe, on a besoin de plus en plus de monde formé à tous les niveaux, que ce soit du CAP, du BP, du BTS, de l'école d'ingénieur, du commercial, du chargé d'affaires, voilà, on a besoin de créer des formations qui n'existent pas, on a besoin de verdir des formations existantes. Donc je dirais que l'avenir est radieux, c'est toujours plus intéressant de s'occuper de sujets comme ça que l'inverse. Merci Rodolphe. Effectivement, donc c'était un exercice imposé. On va passer la parole à Alec. Juste avant, le sujet de la fidélisation, effectivement, pour nous, à la filière, est un sujet important. C'est tout l'enjeu de la mise en place aussi d'un campus des métiers et des qualifications. C'est de justement amener des jeunes à être fidèles en fait à notre secteur d'activité. C'est aussi pour ça qu'on s'est impliqué dans ce projet, parce qu'on est convaincu que chacun, effectivement, dans nos niveaux, que ce soit entreprise ou établissement de formation, on peut effectivement fidéliser individuellement au travers de nos structures, mais du coup aussi collectivement au travers d'un seul et même réseau. Et c'est pour ça effectivement qu'on croit fortement à cette idée de campus des métiers et des qualifications. Merci Séverine, bonjour tout le monde. Alec Bickerstedt, en charge des sujets filière, emploi et formation à FIBOIS Île-de-France. Merci beaucoup Rodolphe en attendant pour ta présentation. Je vais essayer d'être, enfin je serai moins technique que Rodolphe, mais essayer de zoomer un peu plus sur le contexte en Île-de-France et vous parler des différents outils qu'on développe avec FIBOIS France qui coordonne le réseau des FIBOIS et comment vous pourrez être amené à les utiliser à l'avenir pour avoir un meilleur regard sur la filière. Un petit rappel pour qui on est FIBOIS Île-de-France, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, parce que on s'est redéveloppé sur le sujet de l'emploi et la formation récemment. Donc on est l'interprofession de la forêt et du bois en région francilienne. Donc il y a des FIBOIS aujourd'hui dans l'ensemble des régions métropolitaines. On est coordonné au niveau national par FIBOIS France. Donc voilà, FIBOIS Île-de-France existe depuis 2004. On regroupe l'ensemble des professionnels de l'amont forestier jusqu'à l'aval, voilà, jusqu'aux aménageurs et la maîtrise d'ouvrage pour l'acte de construire. Et on a redémarré en 2019 avec une nouvelle gouvernance et une nouvelle équipe salariée. Je vais essayer également d'être assez bref. L'idée de ma présentation est de vous représenter un peu mieux le marché de la construction bois en Île-de-France, la dynamique qui s'est installée notamment sous notre impulsion depuis 2020. Et ensuite, vous montrer plus particulièrement de l'emploi dans la filière bois en Île-de-France avec les outils qui ont été créés au niveau de FIBOIS France et que vous pourrez être amené à utiliser au quotidien dans les prochaines semaines et voilà, pour mieux appréhender les sujets emploi et formation dans la filière. Donc le marché de la construction bois en région Île-de-France. Alors, FIBOIS Île-de-France a réalisé avec le bureau d'études Nomadéis en 2020 une enquête sur l'état de la construction bois en région francilienne et son avenir sur les 10 prochaines années. Donc ça nous a permis, dans le cadre d'une enquête,
de recenser plus de 500, quasiment 600 projets de construction bois livrés entre 2015 et 2020. Se rendre compte qu'il y avait plus de 15 000 logements bois construits ou rénovés sur cette période, et notamment de se rendre compte que ces projets de construction sont largement, enfin au moins à moitié tirés par l'action des aménageurs sur le territoire francilien, les différents établissements publics d'aménagement. Ce qu'on constate, c'est que sur la période 2015-2020, le marché de la construction bois, en termes de surface de plancher de projets réalisés, a été multiplié par 2. Donc vraiment une augmentation significative, déjà en amont des discussions autour de la RE 2020. Donc on est passé à peu près de 2 500 000 à plus de 5 millions de mètres carrés de surface de plancher. Sur cette période, donc une augmentation, une multiplication par 2 de la surface de plancher mise en œuvre entre 2015 et 2020, qui nous fait par contre arriver aujourd'hui à peu près à 4% seulement du marché de la construction bois en moyenne sur l'Île-de-France. Pour comparer peut-être avec d'autres régions françaises, par exemple en Aura ou dans le Grand Est, on est plutôt entre 9 et 11% de part de marché. Alors après, il est vrai que le marché de la construction en Île-de-France est très très important, c'est quasiment un tiers du marché de la construction nationale, comme vous le savez sans doute. Mais en tout cas, pas forcément une grosse culture de la construction bois pour le moment. Mais ce qui est important de rappeler quand même, c'est que bien que ça soit seulement 4% du marché de la construction, on est quand même la première région en termes de projets de construction bois livrés chaque année. Si on regarde un peu plus concrètement comment se développe cette part de marché par département, on se rend compte que la Seine-et-Marne, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis sont les marchés où on construit le plus, et que les plus gros marchés pour la construction de bois sont notamment à Paris, en Seine-et-Marne et en Seine-Saint-Denis. Avec une vision un peu plus géographique, on voit donc un peu mieux que voilà, Paris, la Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis sont les départements où il y a le plus de construction bois, et que donc de la plus grande partie du marché de la construction bois se situe pour le moment plutôt en petite couronne. Dans le cadre de cette étude, du coup, on a essayé de voir qu'est-ce qui allait se passer sur les 10 prochaines années, avec quelles évolutions pouvaient être attendues pour essayer d'anticiper un peu ce marché. Et dans le cadre de cette enquête, on s'est rendu compte qu'on pouvait se projeter sur une augmentation de la surface de plancher construite en bois par 1,7 par rapport à l'état en 2020, selon le scénario que vous pourrez retrouver sur notre étude. Donc voilà, reste encore une augmentation significative à venir sur les 10 prochaines années. Et dans le cadre de cette étude, on a essayé pareil d'essayer d'un peu voir selon les départements où cette évolution prendrait place. Donc la tendance, les plus grosses augmentations, comme vous pouvez voir sur la droite, iraient plutôt dans le Val-de-Marne et dans l'Essonne, une augmentation quand même globale, et toujours une part de marché très importante voilà, en Seine-Saint-Denis, en Seine-et-Marne et sur le marché parisien. Alors effectivement, on a la RE 2020 qui a été mise en place et qui, par ces différentes étapes, va encourager petit à petit à prendre en compte le carbone biogénique et encourager du coup l'utilisation à terme des matériaux biosourcés dans la construction. En Île-de-France, on a décidé d'essayer d'impulser une vraie dynamique pour massifier le recours à la construction bois dans les opérations d'Île-de-France, et on a co-construit, FIBO Île-de-France a co-construit avec l'ensemble des acteurs de la filière forêt-bois, donc depuis l'amont jusqu'à l'aval, un pacte pour massifier le recours à la construction bois. Donc ce pacte fait suite à la charte bois construction maîtrise d'ouvrage public exemplaire qui avait été fait à l'époque par Francil Bois en 2015 et qui allait de la période 2015 à 2020. Et c'est un outil voilà, qui permet aux maîtres d'ouvrage et aux aménageurs de s'engager pour
développer des projets en bois et autres biosourcés. Concrètement, à quoi s'engagent les différents signataires? Ils s'engagent à réaliser 10, 20 ou 40% de leurs prochains ouvrages en bois et biosourcés sur les 4 prochaines années. Ce pacte a eu 2 moments de signature. En novembre, le 5 novembre 2020, où on avait déjà 28 signataires, et le 13 avril 2021, lors des états généraux de la forêt du bois qu'on avait organisé, notamment avec le journal Le Monde, on a eu 2 nouveaux signataires, 11 nouveaux signataires, dont 5 collectivités. Ce qui nous permet aujourd'hui, au total, d'être à 40 signataires et d'avoir des acteurs très importants qui se sont engagés du coup à développer plus massivement la construction bois sur le territoire de l'Île-de-France. Donc on retrouve des acteurs assez structurants comme la Société du Grand Paris ou l'établissement public foncier d'Île-de-France, évidemment la Solidéo dans le cadre des ouvrages olympiques, des promoteurs à différentes étapes de leur ambition en termes de construction bas carbone ou construction bois, des bailleurs sociaux, des collectivités comme la région Île-de-France. Donc c'est un écosystème vraiment d'acteurs, de donneurs d'ordre de l'acte de construire qu'on accompagne aujourd'hui de façon vraiment régulière pour leur donner les clés pour développer plus massivement la construction bois sur leur territoire et les aider à atteindre les objectifs sur lesquels ils se sont engagés à nos côtés. Évidemment, l'idée est de rehausser leurs ambitions régulièrement et c'est pour ça qu'on a choisi un pas de temps de 4 ans en 2020 pour ensuite faire un nouveau bilan en 2024 et aller au moment des JO pour essayer de ensuite renforcer cet investissement dans la construction bois et faire en sorte que les projections soient des réalisations à terme. Ensuite, rapidement, je voulais vous présenter, alors Rodolphe l'a déjà bien montré sur des chiffres assez concrets sur le territoire national. Je voulais vous montrer rapidement et j'en parlerai après. On a développé un nouvel outil dans le cadre de Fibois France qui s'appelle l'Observatoire dynamique de l'emploi dans la filière bois. Et ça va nous permettre de façon trimestrielle de donner de vous communiquer des données, en tout cas des tendances sur l'évolution de l'emploi dans la filière. Et donc sur l'ensemble de la filière forêt-bois, mais plus particulièrement, on pourra faire des analyses sur la filière bois-construction. Je sais pas si donc les chiffres seront peut-être légèrement différents de ceux de Rodolphe, mais ça permet de voir que même si l'Île-de-France, comme ça a été dit, en termes d'hectares de forêt est une petite région forestière, on fait partie des plus gros employeurs, une des régions qui emploie le plus dans la filière forêt-bois. Et on peut voir qu'on a des ambitions de recrutement qui restent très élevées. On a à peu près 10% de l'emploi de la filière. Et le bois construction constitue, comme vous pouvez le voir, la grosse partie pas la majorité, mais en tout cas, ça représente une grosse partie de l'emploi en Île-de-France avec le commerce du bois. Et pour donner une petite comparaison avec le secteur, la filière au niveau national, on a à peu près un peu plus de 5000 établissements employeurs en Île-de-France. Et on est à peu près 10% de l'emploi national. Si on essaie de se rendre compte un peu des dynamiques qu'on a en Île-de-France, on se rend compte que 40% de l'emploi est le bois dans la construction et que c'est vraiment une tendance forte avec le commerce du bois qu'on a sur le territoire francilien, là où par rapport à ce qui se fait au niveau national. Et donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que bien que seulement 4% du marché de la construction soit la construction bois en Île-de-France, on est quand même la région où il y a le plus de projets réalisés par année en construction bois. En termes d'emploi et de diversité dans la filière, on se rend compte qu'en Île-de-France, on emploie plus de femmes qu'au niveau national, qui est une bonne tendance à garder en tête et qu'il est important de développer, surtout en matière d'attractivité pour recruter dans les différents emplois en tension. Et donc c'est une bonne tendance qu'il faut essayer de développer. Donc là, vous pourrez voir un peu plus en détail la répartition de l'emploi selon le sexe, mais je vais passer rapidement sur cette slide. Et de se rendre compte également que on emploie majoritairement sous forme de CDI dans la filière en Île-de-France
et qu'on a une répartition qui est relativement équivalente à ce qui se fait au national, avec moins d'intérim et plus d'apprentissage. J'y reviendrai, mais c'est une très bonne tendance. Rodolphe tout à l'heure soulignait effectivement l'importance d'anticiper les départs à la retraite dans l'évolution la transmission des compétences aussi notamment. Là, ça nous permet de voir qu'en répartition par âge, alors je vous invite à regarder les colonnes jaunes qui spécifient particulièrement l'emploi dans le bois construction. On se rend compte que on a quand même une bonne partie plus d'un tiers en tout cas du bois dans la construction qui concerne des salariés des salariés de moins de 25 ans. Donc beaucoup de recrutements jeunes. Et après, c'est relativement équilibré, même si on voit quand même une partie importante entre 40 et 55 ans. Et voilà, qui ont un cinquième de l'emploi salarié du bois construction qui est entre 50 et 55 ans. Et où il est du coup assez important d'anticiper la transmission des compétences. C'est pour vous donner une meilleure idée de la répartition de l'emploi au niveau de la région Île-de-France. Donc sur le bois construction, on retrouve la majeure partie de l'emploi en Grande Couronne et également sur le territoire de Seine-Saint-Denis. Et la bonne note aussi en Île-de-France, c'est de se rendre compte qu'on a beaucoup recours à l'apprentissage, notamment dans le bois construction. Et 95% des apprentis de la filière forêt-bois sont dans le bois construction et que c'est en termes de répartition en pourcentage, on est bien au-dessus de la moyenne nationale. Avec encore une vue géographique de l'apprentissage en région Île-de-France, avec une grosse présence en Seine-et-Marne et en Seine-Saint-Denis. Voilà. Alors pour avoir une meilleure idée aussi des besoins de recrutement et aussi de la répartition de l'emploi dans le bois construction en Île-de-France. Donc sur votre gauche, vous pouvez voir l'emploi salarié par métier, sur votre droite, les tensions de recrutement. Voilà, globalement, on est au moins 50% des recrutements qui sont jugés difficiles sur les métiers de charpentier. Notamment, ça monte beaucoup plus haut. Mais on se rend compte que la majorité de partie de l'emploi en salarié en Île-de-France concerne les métiers monteurs, agenceurs, poseurs, ouvriers polyvalents. Voilà, on a aussi les cadres. Pour comparer aussi l'emploi avec ce qui se passe au niveau national, on a une bonne dynamique en termes de recrutement, avec une augmentation qui est prévue avec 1,6% de recrutement prévu sur les prochaines années. Là où au niveau national, c'est pas forcément le cas. Et si on regarde plus précisément par secteur en Île-de-France, on se rend compte encore une fois que le secteur de la construction bois est un secteur en pleine expansion où on a des prévisions de recrutement très importantes, autour de 10%. Et donc voilà, cet outil qu'on vient de créer au niveau de Fibois France pourra vous permettre aussi de se rendre compte un peu du salaire moyen par section et de se rendre compte aussi des recrutements à venir sur les 2 prochaines années. Donc on se rend compte que là on a un peu plus de on est à 2300 à peu près recrutements à prévoir sur les 2 prochaines années dans le secteur de la construction en Île-de-France. Au-delà des chiffres en tant que tels, ce qui sera important, c'est des données trimestrielles, comme je disais tout à l'heure. Donc on pourra mettre à jour. Ces chiffres datent fin 2020. Mais au niveau du FIBOIS, on pourra les mettre à jour de façon trimestrielle pour donner vraiment la tendance et observer les différences de volume de recrutement qui sont attendus et qui pourront permettre d'avoir un peu le pouls de l'évolution de la filière bois construction. Et donc voilà, enfin, je reviendrai dans les outils de Fibois France, mais cette interface-là, vous pourrez la retrouver sur le site de l'Observatoire dynamique qui vous permettra de voir un peu plus dans le détail le nombre de salariés dans la filière bois construction, se rendre compte des difficultés d'embauche. En bas à gauche, les métiers, c'est leur représentation dans l'emploi salarié et avoir le nombre d'offres publiées au cours des 12 derniers mois qui permet de se rendre compte aussi des besoins en recrutement.
J'imagine que depuis une petite heure d'information, il y a peut-être des questions dans la salle autour de la visio, que ce soit par rapport à la présentation de Rodolphe ou d'Alec. Donc ben voilà, à vous les micros. Oui, c'est bon, monsieur Valem. Oui, bonjour. Donc Frédéric Valem, donc je me présente, je travaille chez Socotec à la direction technique. Je suis référent façade nationale, donc j'interviens sur toute la France. Donc j'ai eu connaissance de cette réunion, donc bon, je dis que je pouvais intervenir. Donc mon parcours, en fin de compte, moi j'ai fait un bac F4, technicien. IUT, après j'ai fait l'INSA, j'ai eu la chance de faire l'INSA. Donc après j'ai fait 5 ans de maîtrise d'œuvre, 10 ans d'entreprise et 15 ans maintenant de contrôleur technique. Donc, je partage complètement la vision actuelle du marché du bois. Il ne faut pas perdre de vue que c'est un marché en pleine expansion où il y avait certains freins qui étaient les freins référentiels et les DTU qui étaient limités en hauteur avec des revêtements. Donc, j'interviens juste pour faire un retour par rapport à… On est en train de justement finaliser les ATEX qu'on a fait pour les bâtiments des JO olympiques. Donc, j'interviens juste pour donner mon premier retour sur le métier du bois. Donc, c'est clair qu'actuellement, très concrètement, même en tant que contrôleur technique, on a certains maîtres d'ouvrage qui nous appellent pour nous demander de leur donner des noms de bureaux d'études, des noms d'entreprises capables de répondre à l'appel d'offres. Donc, actuellement, le marché du bois est en plein essor. Il y a des chiffres qui ont été annoncés en surface de plancher. Je pense que c'est pas la seule référence qu'il faut prendre. Alors c'est vrai que moi je suis plutôt façadier à la base. La grosse innovation du marché du bois, je pense pas que ça soit tellement la structure. Ça va venir aussi, mais la grosse innovation où là ça va être très porteur pour le marché du bois, c'est le domaine de la façade. Donc la façade lourde, entre guillemets structurante, qui reprend aussi les planchers, mais également la façade légère type FOB, où c'est comme un mur rideau qu'on accroche et qui arrive tout ça. Et la grosse mutation de cette technologie de FOB, où on quitte la maison ou le R+2, entre guillemets, où tout travaille ensemble, cette grosse mutation, c'est la FOB qui va l'amener et qui va, entre guillemets, obliger les intervenants, mais tous les intervenants, pas que les gens du bois, à devoir intégrer dès le départ toutes les contraintes de cette façade avec laquelle on va venir habiller le bâtiment, à laquelle on demande beaucoup de choses. Nous, les gens de la façade vitrée, quand on fait des tours à la défense, on vient avec des blocs qu'on affiche et c'est fini. Il n'y a pas d'intervention. La grosse difficulté, la grosse contrainte que va amener à devoir être intégré par l'ensemble des intervenants, je mets les architectes dedans, par l'ensemble des intervenants concernant ce nouveau mode de construction bois qui est la FOB, la façade légère, non structurelle, ça va être de prévoir dès l'origine, dès la conception, tous les équipements qu'on va venir lui installer dessus. Quand je dis tous les équipements, c'est les fenêtres, c'est les VMC, c'est les étanchéités, c'est les systèmes de gestion incendie, et c'est surtout le revêtement extérieur, les balcons. Tout ça, ça va entraîner une obligation de spécialisation, mais commune. Et la filière bois va devoir, j'allais dire comme les autres, apprendre à travailler avec les interactions avec les autres lots. Alors pourquoi j'ai cité ma formation? Parce que j'ai fait un bac F4 bâtiment à l'époque, c'était en 83, ça commence à faire longtemps. J'ai fait un IUT bâtiment après j'ai fait l'INSA, mais au final, tout le métier de la façade. Autrement dit, s'intéresser à l'ensemble des lots qu'on vient recouvrir et qu'on intègre. Tout ce côté, entre guillemets, le problème des autres, c'est aussi mon problème. De mon temps, il y a 35 ans maintenant, ça avait été que abordé. Et je pense que dans le cadre de la formation, un des gros enjeux, c'est d'une part intégrer cette notion de on travaille tous ensemble et il faut que l'ensemble fonctionne. Il n'y a pas un lot qui est prioritaire par rapport à l'autre. On a des gros discours avec les gens du gros œuvre, parce que jusqu'à présent, les gros œuvres, ils posaient le béton, on arrivait après, c'était plus leur problème. Là, maintenant, on va devoir apprendre à gérer tout ça dès le départ et tous ensemble.
Ça, c'est le premier point de la grosse innovation de la filière bois pour faire des FOB, autrement dit façades non travaillantes. Et là où effectivement le gros point fort de l'industrie du bois, ça va être obligatoirement dans le cas des FOB, l'industrialisation. C'est-à-dire que les panneaux de FOB, ils arrivent tout équipés. On ne fait pas de la FOB chantier. Contrairement à la MOB, où la MOB, on peut la monter à l'avancement. Une FOB, ça arrive, on la pose, et elle vit sa vie toute seule. Et toute cette notion-là, c'est le gros retour qu'on a au niveau des ATEX JO, là, parce qu'on a quand même quelques bâtiments, on a une trentaine en flux tendu et donc en application des nouveaux référentiels qui sortent. Donc, c'est le retour d'expérience d'un contrôleur technique, hein, mais qui n'a pas oublié d'où il vient, où en fin de compte, c'est ce qui manque un peu. C'est le fait d'un gros travail de synthèse au niveau de l'architecte, certes, mais également au niveau de tous les intervenants, s'intéresser aux problèmes des autres. Contrairement aux façades légères vitrées, une fois que la FOB va être posée, on va venir poser des choses dessus. Comment ça se gère, les interfaces entre les autres, et c'est la difficulté. Donc je pense que la formation, ça doit être orienté justement vers l'intérêt pour les autres lots, et en fin de compte, la grosse industrialisation que va nécessiter les façades. Voilà. J'arrête de parler, c'était juste mon retour d'expérience, entre guillemets, en tant que contrôleur technique, mais j'ai été entreprise aussi, donc je sais comment ça se passe sur les chantiers. Voilà. Merci beaucoup, M. Valem. Est-ce qu'il y a des réactions, du coup, à l'intervention de M. Valem? Oui, si je peux. Séverine, je partage complètement le constat de Frédéric Valem, bien évidemment. Et derrière ça, il y a une réalité qui saute aux yeux. Je passais rapidement dessus tout à l'heure, je ne sais pas, mais au niveau des formations de la filière bois, on a intégré ces évolutions. Et comme je disais, CAP, BP, Bac Pro, BTS, SCBH, école d'ingénieurs, on a intégré la mixité des matériaux. C'est propre au métier de charpentier que de jouer avec plusieurs matériaux, on l'a toujours fait. Et on sait qu'il y a des nouveaux matériaux à appréhender. De ce côté-là, ça va. Le problème, c'est dans les autres formations qui ne sont pas du ressort de la filière bois, les formations généralistes, d'une manière, dans leur globalité, qui ne traitent pas du bois. C'est-à-dire qu'on a pu enseigner, on a plus enseigné le bois dans le XXe siècle, dans les formations d'architectes, d'ingénieurs généralistes, de façadiers, quand vous prenez à l'ESTP, on n'enseigne pas le bois, donc on n'a pas de conducteurs de travaux qui connaissent le bois, on n'a pas de chefs de chantier qui connaissent le bois, donc ce sont toutes les autres formations qu'il faut réviser pour intégrer des modules bois, pour qu'on ait des ingénieurs et autres qui ont eu une formation vraiment multimatériaux avec le matériau bois. Et donc ça, c'est un peu plus compliqué parce que ça ne dépend pas que de la filière bois. Alors on a quelques écoles qui sont venues nous voir et puis qui nous ont demandé un peu de les aider. Mais ça, c'est un gros boulot et qui est compliqué à faire parce qu'il ne nous concerne pas que nous, il n'y a pas que la filière bois qui est responsable dans cette histoire. Quand on aura des modules bois bien costauds dans toutes ces formations qui sont généralistes, on aura déjà beaucoup moins de problèmes sur les chantiers en termes d'interface, de mixité et de toutes les attentions que portait M. Valem tout à l'heure. Merci Rodolphe. Lié à la technologie des façades ossature bois, cette nécessité absolue de travailler main dans la main avec les autres corps d'État, c'est vrai que moi, du côté éducation nationale, je l'ai plusieurs fois entendu de la part de la profession, et notamment sur deux enjeux, celle de la digitalisation avec le BIM qui d'après ce que j'ai compris, force un travail davantage collectif. Les nouvelles réglementations énergétiques forcent également ce travail plus collectif et main dans la main tout corps d'État, parce que finalement c'est ce qui fait la recevabilité
en tout cas de la performance du bâtiment à la fin. J'avais pas dans le radar ce troisième point là que vous avez évoqué, c'est-à-dire celle des nouvelles technologies, finalement, qui elles aussi forcent au travail collectif. Alors du coup, moi, du côté pédago, ça me fait dire encore plus que on devrait aussi dans nos pratiques de projets en établissement, etc., aller peut-être davantage sur des projets encore plus collaboratifs, tous métiers confondus. Juliette Spinasando, donc du groupe CBS Live Team. Donc nous, on a la particularité d'être d'abord bureau d'études, donc en France, en Suisse, en Guyane, au Portugal. On a donc un site de production à Chambéry, et puis voilà deux pôles pour lever nos chantiers, donc en Rhône-Alpes et en Île-de-France. Donc je rejoins un petit peu dans les constats qui ont été faits dès le départ. Donc effectivement, il y a une grosse pénurie. Enfin, nous, on recrute énormément de personnel, que ce soit des chefs d'équipe ou conducteurs de travaux, plutôt TCE. On a vraiment énormément de mal à en trouver, et surtout à Paris. Donc c'est-à-dire que quand on recrute à Lausanne, c'est déjà beaucoup plus facile, en Rhône-Alpes aussi. En Guyane ou Portugal, on a aussi moins de problèmes. Et en fait, en Île-de-France, c'est très compliqué de trouver ces profils-là. Et en plus, pour les fidéliser, c'est hyper épuisant, parce qu'on passe beaucoup de temps à former les personnels, et puis après, ils sont ailleurs, ils quittent Paris, quoi. Donc peut-être que l'attractivité, c'est peut-être, voilà, il y a plus que le métier, c'est aussi les conditions sur le chantier avec les fournisseurs. Enfin, l'atmosphère de Paris est quand même assez stressante. C'est le retour qu'on a quand on fait nos réunions groupe. C'est vraiment Paris qui est hyper stressant par rapport aux autres sites. Maintenant, par rapport aux conducteurs de travaux TCE, donc effectivement, nous, c'est ce qu'on ne trouve pas, et c'est ce qu'on forme directement. Donc nous, on a la chance d'avoir plusieurs personnes de chez nous, mon mari notamment, qui donnent des formations. Donc d'abord, c'est effectivement à l'EPFL, à l'ENSTIB, au CHEB, au CHEC, dans les écoles d'archi. Donc effectivement, on va directement recruter dans les écoles pour avoir les profils dont on a besoin. À Mouchard aussi, pour tous nos dessinateurs. Et puis là, dernièrement, effectivement, on a été approché par le STP, parce qu'on a pas mal d'ingénieurs qui sont chez nous au STP, mais qui ne connaissent pas le bois, et qui nous disent, mais c'est dommage qu'on n'ait pas appris le bois avant, parce que du coup, ils sont complètement, ils sont en parallèle, ils travaillent dans des univers complètement différents. Donc tous ceux qui sont TCE généralistes et bois, ils n'ont pas du tout les mêmes façons de penser. Enfin, nous, nos gars qui sont dans le bois, ils sont hyper pointus, hyper précis, enfin, tout est calculé. Nous, on travaille en hors-site déjà depuis très longtemps, donc tout arrive sur chantier préfabriqué, il ne reste plus qu'à monter, si je puis dire. Le plus cas, c'est un peu un raccourci, mais en tout cas, voilà. Et puis après, toute la partie TCE, donc effectivement, c'est donc pour eux d'intégrer toute la partie composante bois, ingénierie, et puis donc nous, toute cette vision, on va dire, très transversale qu'on a, c'est pas très simple. Donc on forme les gens, on aimerait bien en avoir plus à former. Donc on recrute à Paris aussi. Voilà. Puis sinon, si je peux juste dire, donc effectivement, nous, on est franco-suisse, du coup. Donc moi, je suis basée en Suisse, donc du coup, je travaille beaucoup plus avec les interpros en Suisse, et on fait beaucoup plus d'actions en Suisse. Si je peux juste donner un comparatif par rapport à la vision des métiers, c'est peut-être une idée, parce que des fois, je me dis d'un pays à un autre, c'est bon de prendre les bonnes pratiques d'un pays à un autre. C'est vrai que le système de formation est complètement différent. En Suisse, 80% des gens vont à l'apprentissage, ils ne vont pas au bac. Il n'y a que 20% des gens qui vont au bac. Le niveau bac est beaucoup plus élevé qu'en France. Et puis l'apprentissage, surtout, il est comme en Allemagne, il est hyper bien vu. Donc en fait, faire un apprentissage dans un métier ou un autre, c'est hyper valorisant. Dire qu'on est charpentier, plombier, carreleur ou peu importe, c'est hyper valorisant. C'est pas du tout vu comme en France, où c'est un peu les métiers de ceux qui ne peuvent pas aller au bac ou de ceux qui ont raté, qui vont dans ces filières-là. Donc c'est peut-être, voilà, je sais pas, dès la base déjà des formations, de peut-être valoriser ces métiers-là, valoriser l'apprentissage, les métiers du bâtiment aussi. Et puis voilà, les jeunes, et peut-être les moins jeunes aussi, parce qu'on a aussi des plus anciennes personnes qui postulent chez nous, et on est content d'avoir leur savoir-faire. Donc, et des femmes aussi, il faut assez de femmes.
intéressant toujours ces vues comparatives, donc merci de nous en faire profiter. Oui, pour répondre à Madame Sandoz sur la problématique de trouver des conducteurs de travaux, on avait bien identifié ce problème-là et on a eu une réflexion justement dans le cadre des JO. C'est intéressant les JO parce que c'est un concentré de problèmes en fait. C'est en Île-de-France, il y a de l'innovation, enfin bon, il y a un peu tous les problèmes de la filière bois qui sont concentrés sur un chantier, donc c'est assez intéressant. Et donc on a résolu le problème pour les conducteurs de travaux, c'est qu'on a créé une petite formation, à moitié entre une formation et une sensibilisation au bois, des conducteurs de travaux qui sont formés dans la filière, je dirais, générale des conducteurs de travaux, c'est-à-dire qui sont soit béton, enfin béton et métal. Et donc l'idée, c'est de prendre des conducteurs de travaux qui sont déjà formés et de les verdir, entre guillemets, pour en faire des gens opérationnels tout de suite. Parce que si vous voulez former un conducteur de travaux bois en formation initiale, vous mettez un temps infini. Donc le plus simple qu'on a trouvé, c'est de verdir ceux qui sont déjà formés. Donc on a mis en place cette petite formation. Alors pour l'instant, elle n'est dispensée que par le FCBA, parce qu'on a travaillé avec eux, et donc c'est eux qui la font. Je dis ça pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un monsieur Sandoz dans leur entreprise qui est capable de faire de la formation en interne. Mais après, cette formation-là, elle pourra être dupliqué un peu partout dans plein d'autres centres de formation. Pour l'instant, c'est le FCBA qui la dispense, et donc l'idée c'est ça, et on voudrait faire la même chose pour les chefs de chantier. On prend un chef de chantier qui est déjà formé, qui fait des chantiers TCE, et on le verdit en lui inculquant les quelques notions, enfin il y en a quelques-unes quand même, pour intervenir sur des chantiers bois. Et on envisage aussi de faire un peu quelque chose d'analogue avec tous les corps d'état secondaires qui doivent intervenir dans des bâtiments bois. Est-ce que le chapiste, le soliste sait comment on intervient, on vient poser une chape sur un plancher bois? Est-ce que l'électricien, le chauffagiste, le plombier sait comment on intervient dans un mur ou une façade ossature bois qui a un pare-vapeur et des isolants, des choses comme ça? Est-ce que voilà, donc on va travailler après sur l'acculturation, je dirais, des corps d'état secondaires qui doivent venir intervenir sur les bâtiments bois. Donc tout ça se fait pour l'instant dans cet incubateur qui est les JO 2024 et on espère qu'après ça fonctionne bien et que ça puisse être dupliqué dans toute la France. Alors je partage encore une autre bonne pratique si je peux me permettre. Alors effectivement c'est vrai que nous on a la chance d'être à Lausanne, capitale du CIO et puis des Jeux Olympiques. Donc nous, effectivement, on a déjà travaillé sur des ouvrages olympiques. Donc ici, à Lausanne, on a fait le village olympique des Jeux Olympiques de la jeunesse 2020. Et puis en octobre, on avait fait un gros forum rencontre monde du bois avec justement toute l'équipe du CIO, notamment directeur général Christophe de Kepper. Et puis pour cette journée-là, on avait organisé justement une compétition. Alors peut-être que vous connaissez, ça s'appelle les Swiss Skills ou les World Skills, enfin, qui vont après aux sélections aux World Skills. Et donc c'était assez intéressant parce que Christophe de Kepper, donc directeur général du CIO, vient sur place. Il vient habillé en équipe, en charpentier, et il vient encourager les jeunes. Et puis en fait, je pourrais vous transférer sa conférence parce qu'elle a été enregistrée. Donc à un moment dans la conférence, il dit ouais, j'ai un peu raté ma vie, je me retrouve directeur général du CIO, alors j'aurais préféré être charpentier. Donc du coup en fait, il casse un petit peu les codes. Et puis c'est quand même une grande personne puisqu'ici il est quand même assez connu, mais il est super sympa, il fait plein de ski, il est parti discuter avec les jeunes. Et c'est un grand monsieur qui est venu valoriser les apprentis. Donc ça aussi, ça contribue. Je trouve qu'on n'a pas tellement ça en France. Alors peut-être la France, effectivement, c'est plus grand, c'est les plus grandes institutions. Les grands ténors ou les grands cadors n'ont pas forcément le temps d'aller encourager les jeunes, mais je pense que ça pourrait aussi aider. Enfin, voilà. Mais je vous enverrai la vidéo. Ouais, avec plaisir, parce qu'effectivement, c'est toujours intéressant de diffuser ce type de vidéos un peu qui cassent les codes. Et on va aborder celui des World Skills d'ailleurs tout à l'heure en fin de rencontre. Donc, n'hésitez pas aussi à réintervenir à ce moment-là. Alors, j'ai des questions de Katia qui me les a posées par texto. Quid des entreprises qui nous retournent, à nous, donc établissement de formation, que les élèves du CAP ne sont pas dans les attendus en entreprise et loin du référentiel? Est-ce que voilà, ça appelle de la part
Olivier, Geoffrey. En fait, il faut savoir déjà que les référentiels des CAP ont été rénovés. Hein. Là, les premières sessions vont commencer à sortir pour la session 2022 pour certains et pour la session 2023 pour d'autres. Donc c'est vrai que le référentiel a été réécrit notamment avec ces entreprises-là pour correspondre un peu plus aux attentes des entreprises. Donc ça devrait aller un petit peu mieux de ce côté-là. Je pense qu'effectivement, du coup, le message à passer, c'est que les référentiels ont été revus avec des professionnels et peut-être les rassurer, c'est ça, sur le fait que ça intègre bien ces nouvelles compétences, ces nouveaux attendus. Oui, c'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure en plus en préambule, hein, comme quoi nos diplômes, que ce soit le CAP et le BP, correspondaient parfaitement aux attendus. Donc on espère que ça va continuer dans ce sens-là. Et moi, je voulais juste rebondir aussi, faire un petit point sur ce qu'a apporté la TVP, la transformation de voie professionnelle, a apporté justement cette cohabitation des intervenants, que ce soit en amont ou après, des autres formations, notamment à travers la seconde famille des métiers, qui permet ça, c'est un de ses objectifs d'ailleurs, c'est de découvrir les actions des autres intervenants qui précèdent sa propre activité, mais également à travers aussi le chef-d'œuvre qui va permettre de mobiliser à travers une pédagogie de projet tout un tas d'activités qui va mobiliser justement toutes ces compétences qu'on parlait tout à l'heure, qui n'est pas propre simplement à la filière du bois, mais qui va mobiliser tous les autres acteurs. Et le troisième point, on a parlé de l'apprentissage de la mixité, ça fait également partie de la TVP, pour le coup, c'est la mixité du public, à savoir qu'aujourd'hui, un jeune qui intègre un baccalauréat professionnel a la possibilité, au sein de sa classe, de pouvoir basculer sur un cursus lié à l'apprentissage. Donc voilà, toutes ces modalités font qu'on répond aussi aux attentes de ce qu'on a pu exposer depuis tout à l'heure. J'ai une autre question de Katia. Comment se positionne la branche face au recrutement des élèves à besoins particuliers qui représentent 80% du public des CAP? Alors, voilà, j'ai pas de réponse particulière parce que je ne sais pas en fait. Moi, j'ai pas de retour sur l'employabilité de ces profils-là. Olivier, tu veux éventuellement apporter ton éclairage ou alors, on questionne la branche certes, mais alors c'est extrêmement difficile hein, de répondre à cette question parce qu'il y a autant d'élèves à besoins éducatifs particuliers que de caractéristiques de ce qui est particulier et qu'il n'y a pas de particularité qui soit unanime et générale. Donc on est évidemment dans des analyses de cas individuels. L'école est inclusive, tout comme n'importe quel employeur a ses obligations par rapport à ça, aux adaptations des postes, etc. Voilà, on est à l'école comme dans la vie sur un champ des possibles à étudier au cas par cas. C'est vrai que nous, particulièrement au niveau de la branche, on n'a pas de retour des entreprises sur cette identification ou de public particulier en CAP. C'est pas le retour qu'ils font. Ils ne disent pas effectivement, ils les caractérisent pas particulièrement. Voilà, c'est une globalité quand ils parlent des jeunes, quel que soit leur profil ou leur particularité. Donc c'est vrai que j'ai jamais eu et mes collègues non plus, des retours d'entreprise. Donc c'est vrai que de répondre à la position de la branche, il n'y en a pas particulièrement parce que, et c'est ce que tu disais Olivier, hein, voilà, on est plutôt dans l'inclusion dès lors qu'on a bien la motivation en face, l'accompagnement et des enseignants et des parents. En fait, c'est surtout ça que regardent les entreprises. Au-delà des particularités des jeunes, on est quand même dans une branche qui, traditionnellement, de longue date, insère, hein, on est dans un secteur d'insertion en général, et donc on a quand même des entreprises qui sont dans cette dynamique et qui donnent en tout cas leur chance à des jeunes qui sont, encore une fois, motivés et accompagnés. Et là-dessus, j'intègre aussi les parents. Et je sais que beaucoup d'établissements, et c'est le cas d'ailleurs du tien, Katia, beaucoup d'établissements travaillent sur ce volet accompagnement par les parents, parce que c'est vrai que c'est pour nous un besoin important que les jeunes soient accompagnés, d'ailleurs qu'ils soient particuliers ou pas particuliers, ces jeunes, qu'ils soient bien accompagnés par leurs parents, parce que c'est ce qui va aussi renforcer leur envie de rester dans notre filière ou leur envie d'intégrer notre filière. Alors, Vincent Fressinet.
Vas-y Vincent, prenez la main sur le micro. Non, en fait non, on ne vous entend pas. J'ai coupé le sifflet et à Vincent et à Katia. Là, quoi, ça va marcher. Voilà. Oui, c'est bon. Ok. Société Pessia, on a 3 sociétés. On a une société de bureau d'études spécialisée dans la filière bois, donc en tant que maîtreur, conducteur travaux, mais spécifiquement menuiserie et agencement. On travaille avec des grosses entreprises de Seine-et-Marne, de Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis. Une qui est en Seine-et-Marne notamment, c'est l'entreprise Bonardel et l'entreprise Bigné, avec Patrick Bonardel que vous devez connaître, parce qu'il me semble qu'il fait partie de la FFB, ou Monsieur Lachamette qui fait partie, lui du côté du 94, qui a la société Lachamette Chaput et qui est un grand acteur justement en menuiserie intérieure agencement, ou l'entreprise Brard, etc. Donc nous, une de nos premières entreprises qui est Pessia Bureau d'études, c'est axé en fait sur tout ce qui est maîtrisé. Donc c'est chiffrage et conduite de travaux en extérieur pour venir en appui à des entreprises comme ça. Après on a 2 sociétés, une en exécution qui s'appelle Pessia tout court et qui est spécialisée en menuiserie agencement, et une qui s'appelle Pessia menuiserie et bâtiment et qui intervient en fait dans le second œuvre du bâtiment, dont la menuiserie. Nous, on est implanté à côté de Meaux, on est 7 en bureau d'études, on a une dessinatrice, une assistante technique, on a 2 apprentis en alternance, dont un qui vient du lycée François Mansart, lycée sur lequel je vous expliquerai du coup la formation que j'ai faite, mais dans lequel justement j'ai fait mes derniers cursus, et le deuxième qui vient de l'IUT de Sénart. Le premier, j'ai un peu de mal avec les nouveaux termes de formation. C'est le premier à François Mansart, ça doit être BTS Management Économie de la Construction, MEC, donc qui veut dire beaucoup de choses et puis au final qui nous perd. Après, on a sur l'UIT Sénart, là c'est plus responsabilité en chargé d'affaires en bâtiment, sans forcément de spécialisation dans une filière ou autre. Moi, j'ai fait un cursus que dans le bois, donc en fait j'ai commencé par un BEP CAP menuiserie, j'ai enchaîné par un bac pro menuiserie, donc tout ça au lycée pro de Bagnolet, GD9 il me semble. Après j'ai fait une formation qui était très enrichissante, qui n'existe plus, c'est une formation d'agent de maîtrise à François Mansart. C'était une formation d'1 an, et d'ailleurs qui est regrettable qu'elle n'existe plus, parce que pour le coup elle était très axée en fait sur le chiffrage, sur le dessin, savoir comment était constitué un prix, ce qu'il y avait derrière, les temps de pause, les temps de fabrication, parce qu'aujourd'hui pour chiffrer, si on n'a pas ou si on connaît pas ces informations là, c'est un peu compliqué. Et après j'ai fait un BTS SCBH, donc toujours à François Mansart, plus axé sur la charpente, pas que ça me déplaisait pas, mais je préfère rester sur de la décoration intérieure. Aujourd'hui, on est en train de faire pour Lachamette Chaput, le siège social de l'ONF à Maison-Alfort, qui est une construction entièrement en bois. C'est l'entreprise Matisse qui réalise ça, et nous on fait toute la partie agencement intérieur. Donc on est assez qualifié. Et alors bon, là nous on s'était inscrit à la rencontre entrepreneur, parce que c'était le titre principal, rencontre enseignants et entreprises, parce que forcément nous on a eu du mal à trouver des apprentis motivés ou qui pouvaient s'intéresser à principalement à la filière du bois, mais j'ai envie de dire déjà qui étaient motivés sur leur formation de base. Parce que ce qui est compliqué, c'est que, par exemple, les jeunes qu'on a reçus de François Mansart qui devaient faire un BTS MEC viennent de bac général, viennent de différentes formations, viennent aussi forcément du bac pro qui est fait à François Mansart ou ailleurs, d'ailleurs. Mais en fait, il y a trop nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs, quand on cherche une formation en disant voilà, on cherche un jeune qui a eu un cursus en entreprise, dans la filière bois,
je vais utiliser ce terme-là, et qui du coup en fait a au moins quelques petites bases, a touché quelques bouts de bois, éventuellement une toupie à l'atelier, et puis a fait des parcours en pause. Franchement, il faut les trouver. Et puis nous, on a dû recevoir une quinzaine de jeunes. Sur les quinzaines de jeunes qu'on a reçus, il n'y en a aucun en fait qui avait touché un morceau de bois. Donc après, nous, on est formateurs. Hein, je veux dire, moi j'ai été moi-même apprenti. J'ai fait de la pose, j'ai fait de l'atelier. On ne me faisait pas de cadeaux. Bon, là maintenant, c'est une époque différente. Mais on partage, mais c'est difficile de trouver des jeunes. Alors après, c'est des jeunes qu'il faut aussi aller chercher. Enfin, après, ça, c'est plus le rôle de ceux qui gèrent les formations aux écoles, mais c'est peut-être d'aller dans les enseignements généraux, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui font des études générales et puis qui ne trouvent pas de taf derrière. Alors que du coup, se spécialiser, pas forcément, il y a quelqu'un tout à l'heure, je crois que c'était Mme Sandous qui disait qu'effectivement, les métiers dans le bâtiment en France, c'est péjoratif, contrairement à d'autres métiers, mais au final, ça touche beaucoup de choses, beaucoup de postes en bureau d'études, et clairement, il faut avoir beaucoup de plomb dans la tête pour faire un bâtiment et puis répondre aux demandes éventuelles de Socotec, qui est intervenu tout à l'heure, ou de bien penser à tous les points techniques qu'il y a à faire pour mettre en œuvre en fait tous les ouvrages, et d'être conforme, que ce soit thermiquement, acoustiquement, répondre au RICT, etc. Donc, il y a beaucoup d'administratifs aussi, maintenant, de plus en plus, dans notre dossier. Donc, en gros, on est pollué, nous, notre métier technique, à la base, on va sur un chantier et puis on se dit, on répond uniquement sur les points techniques. Aujourd'hui, pour proposer un produit, il y a toute ce qu'on appelle les FTP, les fiches techniques produits, ou ça s'appelle aussi autrement, à remplir, qui fait 2 pages avant de pouvoir proposer un produit et puis attendre 15 jours, 3 semaines qu'il soit validé, déposé sur des plateformes, etc. Donc c'est toute une complexité administrative autour de notre métier au final, qui est lourde à gérer et qui nous pompe énormément de temps. Le temps qu'on n'a plus aujourd'hui d'ailleurs. Donc en fait, moi j'ai été voir, j'ai consulté beaucoup d'écoles. J'ai consulté l'UTAC Marne-la-Vallée, mais je crois qu'il ne faisait plus, c'était avec le co-responsable licence pro Thomas Drapier. Il y avait l'EA Gennevilliers, François Mansart que je connais bien forcément. Il y avait quoi? Il y avait aussi une école sur Gustave Eiffel, l'UPEC et l'UT de Sénart. Après, j'avais quoi? J'ai l'école, comment ça s'appelle? À Vincennes, mais je crois qu'ils ne font plus, qui est l'école supérieure de conduite de travaux. En fait, tout ça, c'est, comment dire, c'est des écoles très généralistes. On a quand même un avantage à la filière bois, c'est tout ce qui est école boule, que ce soit boule et d'autres, comment ça s'appelle? Ça m'échappe, mais qui s'arrêtent en fait et qui ne proposent pas forcément en interne école et qui orientent justement vers François Mansart ou vers des IUT, des formations de conducteur travaux de maître. Aujourd'hui, on cherche une formation de maître. Le jeune que j'ai sur 2 ans d'apprentissage, quand je lui demande ce qu'il fait à l'école, ça me fait flipper. Après, nous, on est poussé dans le détail parce que forcément, si je prends l'exemple d'un bloc-porte, on ne vend pas un bloc-porte avec un prix unitaire au bout. Au final, à l'intérieur, il y a énormément de choses dans le sous-détail de l'ouvrage. Donc, sauf que tout ça, visiblement, à l'école, c'était pas fait. Moi, la formation dont je me souviens qui s'appelait agent de maîtrise, alors c'est quelque chose que j'ai fait dans les années 2000, je crois. C'était une formation qui était poussée, c'était un ancien justement du bâtiment, mais en menuiserie qui faisait cette formation-là, donc qui était fait à François Mansart. En fait, c'est ce type de formation qu'il faut. Parce que derrière, former des maîtreurs, ça prend énormément de temps en entreprise. Et s'il n'y a pas un minimum de formation qui explique ce que c'est qu'un débours-essai, ce qui explique comment est constitué un prix, etc., en fait, on leur donne même pas les armes pour venir en entreprise. Et après, en entreprise, avec le peu de temps qu'on a, c'est pas forcément évident de se former et de prendre du temps pour bien former. Surtout sur le peu de temps de formation parfois qu'ils ont. Donc voilà, c'est le seul truc que je pouvais dire. Après, je pense que rencontre enseignant entreprise, je pense qu'il faut que ça aille plus loin que ça et peut-être
Bon, on m'a éventuellement proposé de faire les corrections d'examen François Mansart. C'est un temps à prendre, mais qui pourrait être pas mal. Mais en fait, avant ça, je pense qu'il faut rentrer sur le cursus de ce qui est appris à l'école et de ce qui est vraiment nécessaire une fois qu'on est en entreprise. Parce qu'il y a au moins un minimum de base à avoir. On peut pas arriver. Alors, moi, je cible sur l'agencement, mais tout à l'heure, c'est sur la charpente, c'est différent, parce qu'après, il y a tout ce qui est RDM, calcul de structure, etc., qui est d'ailleurs très bien appris sur la section SCBH. Moi, tout ce que j'ai fait, je pouvais aller bosser dans une entreprise, comment dire, de construction de charpente, type Matisse ou autre. Mais par contre, dans l'agencement intérieur, qui est très vaste et varié, aujourd'hui, à ma connaissance, je connais aucune formation qui pousse les jeunes, par exemple, de l'école Boulle, à se dire, bah, je vais faire un poste de dessinateur ou un poste de maîtreur ou un poste de conducteur de travaux ou chargé d'affaires en agencement. C'est compliqué à trouver ça. Donc voilà. Merci, M. Péchia, excusez-moi. Oui, pour répondre à M. Péchia, nous avons créé donc un CQP, un certificat de qualification professionnelle, parce que justement, on savait que ça pêchait, et depuis quelques années, on a un CQP conducteur de travaux, menuiserie, agencement au CFA de Gennevilliers. Ouais, je l'ai contacté et ils n'avaient personne à nous proposer. Ah. Le CQP conducteur de travaux qui est géré par Philippe Guaspar, quelque chose comme ça. Oui. Et nous, en plus, on s'y était pris en avance. Hein. Donc après, là, je l'ai pas recontacté pour la prochaine session de... Je ne sais plus quand est-ce qu'elles sont, leur session. Mais effectivement, ouais, je l'avais contacté et le peu qu'il m'avait envoyé, en fait, c'était... Alors, on est d'accord, un CQP, c'est le certificat... Enfin, c'est... Comment dire vous avez créé ça, mais c'est axé sur quelle filière de métier? Menuiserie, agencement. Ouais. Parce qu'après les profils en fait qu'ils m'avaient envoyés, il n'y avait pas beaucoup d'expérience en fait en menuiserie ou agencement. Ça reste assez généralisé. Enfin, le problème c'est qu'il n'a pas pu m'en proposer. Je crois qu'il a dû m'en proposer qu'une seule personne, puis au final qui ne pouvait pas aller, venir de notre côté. Parce que nous on est à l'opposé. Enfin, Gennevilliers c'est quand même région ouest de Paris. Oui. Meaux, c'est 1h30 le matin, 1h30 le soir. Donc là, après, le paramètre, il y a quelqu'un qui disait ça tout à l'heure, que sur la région parisienne et Paris, c'est très tendu. Mais c'est très tendu à cause de la circulation. Maintenant, aujourd'hui, les jeunes qui ont l'habitude, enfin les jeunes et les moins jeunes, qui ont l'habitude de faire du télétravail, avec les années qu'on vient de passer, et qui, du coup, du jour au lendemain, se dit, bon, bah, on va faire 3 heures de route par jour pour aller bosser, ce qu'on faisait auparavant. Hein. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins qui sont capables de faire ça. Donc, c'est pas évident non plus. Après, le système du CQP, il faudrait le dupliquer en fait sur une école de la région Est de Paris pour toucher un peu plus, parce qu'au final, ceux qui sortent de CQP de Gennevilliers et qui habitent en fait sur l'ouest parisien, bah, au final, ils vont chercher une entreprise sur l'ouest parisien, voire le sud de Paris, mais ils vont pas aller sur l'est ou nord de Paris. C'est ce qu'on va travailler particulièrement, c'est tout l'objectif de ces rencontres hein, aussi, M. Pescia, c'est d'analyser les besoins et géographiques et par filière pour aider à coordonner et à améliorer entre guillemets la carte des formations par rapport aux besoins des entreprises. Donc ça effectivement ça va vraiment nous servir. Et quand je dis nous, c'est nous et l'académie. Tout à fait. D'ailleurs, je voulais rebondir par rapport à ça, parce que j'ai en référence l'établissement de Mansart pour le coup. Et c'est vrai qu'on a discuté il n'y a pas si longtemps que ça avec chez l'établissement et le DDF sur les 4 BTS que propose le lycée Mansart. Les effectifs sont constitués entre 40 et 70% d'entre eux par des bacheliers professionnels, donc qui ont pour le coup commencé à avoir ce savoir-faire que vous n'êtes pas retrouvé à un moment donné sur des bacheliers généraux et technologiques.
Donc là, c'est vrai que entre 40 et 70% des élèves qui constituent les sections de BTS aujourd'hui à Mansart viennent de la voie professionnelle. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, alors on va pas rentrer dans le spécifique parce que c'est vrai que c'est un profil bien particulier que vous étiez en train de rechercher, mais toujours en parlant de Mansart, le lycée de Mansart est aussi en collaboration avec l'université de Paris-Espagne-la-Vallée sur des licences professionnelles qui font toujours la continuité en termes de conducteurs de travaux que vous parliez, mais aussi en termes de chargé d'affaires du bâtiment. Donc voilà, c'est l'offre de formation pour le coup commence à exister. Il faut savoir que le lycée Mansart, c'est le seul lycée labellisé lycée des métiers du bois de l'académie, donc qui part du CAP au bac pro en passant par le BTS et les licences professionnelles. Et puis géographiquement, elle est plutôt bien placée aussi. Pour toucher, que ce soit l'Est, le Sud ou... Pardon, je vous ai coupé, je suis désolé. Je coupe mon micro. C'est dit qu'on avait un enseignant justement du lycée autour de la visio, donc il a pu aussi entendre un petit peu tous les échanges. J'ai deux demandes de prise de parole. J'ai Katia, j'aimerais bien Katia que tu essaies du coup de prendre le micro, et sinon j'ai aussi Monsieur Fressinet. C'est bon. C'est bon. Je pense que je suis activée. Bonjour à toutes et à tous. J'avais une autre question, effectivement, par rapport à tout ce qu'on a entendu. Donc, moi, je reviens sur ce que a souligné monsieur qui vient de parler, monsieur Pescia. Voilà, effectivement, quand je parlais tout à l'heure de cette inadéquation, c'est pas effectivement les référentiels, monsieur, des CAP ont évolué, bien sûr, mais au regard du quotidien, nous avons de plus en plus de mal à déjà trouver les lieux de PFMP pour ces jeunes gens issus de CAP, et vraiment le retour des entreprises est sur le fait qu'il y a une inadéquation entre les attentes et les besoins. Et j'avais une deuxième question, il y aura-t-il d'autres ouvertures de BTS dans la filière bois, sachant qu'effectivement Mansart est l'établissement référent, comme vous venez de le citer monsieur, sur la filière. Néanmoins, les entreprises du secteur sur lequel est situé mon établissement nous font aussi ressentir les besoins de développer cette formation Sud Seine-et-Marne. Alors effectivement, je sais très bien que dans le cadre du campus, nous allons aborder les différentes cartes de formation, mais je voudrais savoir quel est le positionnement de l'Académie de Créteil. Merci. Pour répondre clairement sur le sujet des PFMP, on connaît tous cette difficulté de trouver des lieux d'accueil qui va favoriser l'élève dans son insertion et pour le coup qui va répondre aux attentes du référentiel du diplôme qu'il est en train de préparer. Ça, on en est bien conscient. Ensuite, pour la carte des formations, bon, ça, c'est pas un sujet qu'on va traiter là de manière collégiale, parce que ça reste très spécifique aux établissements. Ça, c'est tout un protocole à mettre en place. Donc, on aura l'occasion d'en discuter sur votre carte des formations et l'évolution de votre carte des formations. C'était juste pour rassurer que dans les référentiels de formation qui sont régis par la 10e CPC, donc la 10e chambre consultative paritaire là, du bois, les professionnels sont invités à participer à la révision des référentiels. J'y participe moi aussi, avec des charpentiers, enfin avec des vrais charpentiers en chair et en os. On va rue de Grenelle à l'Éducation nationale et nous exprimons, nous professionnels, ce dont nous avons besoin dans les référentiels. Et l'Éducation nationale, on travaille donc avec l'Éducation nationale, avec les inspecteurs qui sont là, avec toutes les parties prenantes autour de la table. On fait le référentiel d'activité professionnelle, le RAP, et on dit exactement ce dont on a besoin. Et ce sont des charpentiers qui demandent à l'Éducation nationale de mettre telle ou telle compétence dans le référentiel pour la charpente, et de même pour la menuiserie, et ainsi de suite. Donc, moi, je veux bien qu'on reprenne point par point le référentiel auquel j'ai participé pour voir ce qui ne va pas, mais il faut relire le dernier. Je peux vous dire qu'il correspond pile poil à ce que demandent les professionnels. Alors après, il y a un exercice qui n'est pas simple de la part de l'Éducation nationale, qui est d'essayer de compiler tout ça et de faire rentrer tout ça dans un cadre horaire qui est pas évident à trouver. C'est vrai qu'il y a une tambouille là qui est faite en interne là, du côté de l'Éducation nationale, et l'exercice n'est pas évident du tout, parce qu'ils ont des contraintes, voilà. Parce nous on arrive avec une liste au Père Noël, on aimerait bien en mettre plein, voilà, on aimerait bien, mais sauf qu'on peut pas tout faire, on n'a pas assez d'heures. Mais en tout cas, tous les 5 ans, à peu près, le CAP, le BP, le BTS sont révisés avec des vrais professionnels autour de la table, et ce sont des entrepreneurs
comme Monsieur Pessia pour la menuiserie, mais là, pour le coup, c'est des charpentiers qui sont là. Et donc, et le nouveau référentiel là, qui est là, donc on a supprimé d'ailleurs le CAP constructeur bois, on a tout rapatrié dans le CAP charpentier bois. Je peux vous dire qu'il est hyper musclé. Il correspond vraiment à ce dont ont besoin les entreprises. Tout à fait. C'est vrai que le RAP, donc le référentiel des activités professionnelles, va mobiliser des tâches qui sont donc conjointement écrites par la branche des métiers, comme vous venez de le souligner. Et derrière, il y a le référentiel de certification qui met encore la relation de ces tâches avec les compétences qui sont travaillées au sein des établissements. Voilà, juste pour dire que il y a deux sujets. Hein. Il y a le premier sujet qui est celui effectivement des CPC qui conçoivent les référentiels. Et fort heureusement, hein, comme vous le rappeliez, monsieur, c'est pas l'Éducation nationale qui invente ce qu'on va mettre en contenu professionnel dans les référentiels et en compétences attendues par les entreprises, hein, parce que les contenus de formation sont évidemment ont vocation à servir les compétences attendues par les entreprises. Donc bien sûr, c'est la profession qui s'exprime en premier lieu pour concevoir les référentiels. Donc ça, c'est une première chose. Et évidemment que le référentiel, il englobe à la fois la définition du métier attendu à ce niveau de qualification, hein, niveau bac, niveau BTS. Il y a également, et c'est la différence entre peut-être le métier, le cœur du métier, et puis les compétences qui parfois, elles, sont plus fluctuantes d'un contexte à un autre, que ce soit un contexte de territoire ou alors de spécificité d'entreprise, etc. Et que, bien sûr, que le référentiel, il fait autant que faire se peut, commun dénominateur pour que les élèves apprentis en sortent et soient insérables et adaptables. Donc c'est effectivement un exercice assez complexe, hein, que l'Éducation nationale mène main dans la main avec la profession. Donc ça, c'est le sujet du référentiel. Le deuxième sujet, hein, qui évoquait plus particulièrement, je crois, Katia, c'est celui de la carte de formation professionnelle. Savoir si on ouvre, on ferme tel diplôme, telle formation à tel ou tel endroit. Je rappelle juste que c'est une compétence conjointe conseil régional et académie. Hein, donc je vais évidemment pas apporter une réponse à Katia à cette réunion, mais en tout cas dire que c'est justement toute la nature de ces échanges. C'est de nourrir nos réflexions et qui nous permettent, dans ces réflexions quant à l'évolution de la carte, qui nous permet de se décentrer en fait des problématiques qui sont les nôtres et qui sont légitimes et que l'on doit prendre en compte. Qui sont les RH, qui sont l'attractivité, bien sûr. Est-ce que ces classes qu'on va ouvrir vont avoir leur public? Est-ce que cette classe que je vais ouvrir, finalement, je vais avoir un prof? Est-ce que etc., etc., etc. Est-ce que j'ai de la place dans tel établissement pour faire? Est-ce que bref, mais bien sûr que se décentrer de toutes ces problématiques pour finalement penser l'évolution en vue de satisfaire les évolutions des métiers, de satisfaire les modifications liées à la transition énergétique, à la transition écologique que vous avez évoquée tout à l'heure, à la digitalisation des métiers, etc. Donc, c'est toute la nature de ces rencontres, justement, que de nous nourrir des actualités, des enjeux et, du coup, des perspectives des métiers et donc des formations. Je fais un petit retour en arrière par rapport à l'approche transversale, à la nécessité d'avoir une approche transversale, effectivement, entre les métiers. Rodolphe a cité, je crois, les formations qui se sont mises en œuvre avec la ressource du FCDA, hein, qui est un établissement technologique qui a une présence forte à Champs-sur-Marne, en l'occurrence, mais pas uniquement. Je voulais citer, dans le même ordre d'idée, le démonstrateur de matériaux biosourcés du CFA de Aucaire. Aucaire, c'est à côté de Meaux, donc dans le nord du département. C'est un objet, hein, de formation, de collaboration et de visualisation, hein, alors des nouveaux matériaux ou des matériaux biosourcés, mais aussi ça doit pouvoir être un lieu d'appropriation des techniques des uns et des autres.
Donc c'est une ressource alors je crois que autour de l'écran il doit y avoir Lionel Correa, hein, qui est le directeur de l'établissement, qui pourrait en parler. C'est une réalisation de plusieurs années, mais c'est une réalisation évolutive. Et on a, je crois, d'autres discussions en cours avec d'autres établissements pour bâtir, hein, des démonstrateurs de cette nature qui permettront, hein, de travailler sur des compétences transverses en même temps que s'approprier des nouveaux matériaux, hein. Donc c'est des choses qui sont en chantier. On a cité tout à l'heure le niveau supérieur. Là, on est plutôt sur le niveau de base, hein, de production, c'est AP Bac Pro, mais voilà des choses qui mériteront de continuer à être partagées. Merci beaucoup Vincent, effectivement, d'avoir rappelé ces éléments. Et effectivement, donc c'est aussi les travaux du campus, hein, des métiers transition écologique et numérique dans la construction, qui va regarder les manques en termes de formation initiale et continue, et qui va du coup travailler en collaboration et en réseau avec les établissements de formation spécialisés des sujets. Il y a effectivement des outils qui sont mis à disposition par les différents acteurs qui sont intervenus depuis tout à l'heure. Donc différents sujets effectivement et pédagogiques qui vous intéressent particulièrement, les enseignants autour de la table, mais aussi les entreprises autour de la table. Donc 3 outils là se présenter dans cette diapositive. Donc une biblio bois vraiment réalisée et nourrie par les acteurs de la filière bois, donc multi-acteurs de la filière bois, qui sont des ressources techniques à votre disposition. Et donc vous avez le site internet où vous pouvez aller piocher des vidéos d'apprentissage, des reportages, des modules spécialement réalisés donc pour les établissements de formation. Un site aussi internet fourni et à mon avis que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas autour de la table, donc c'est le site métier forêt bois dans le .org, où vous pouvez trouver donc des descriptifs métiers, des vidéos, des tests, etc. et qui a un bon aussi une bonne ressource de promotion des métiers dans la filière bois particulièrement. C'est d'ailleurs sur ce site qu'on retrouve des vidéos métiers, il y en a un certain nombre, et dont des vidéos métiers, des vidéos reportages pardon sur les board skills, donc au travers de quelques médaillés des dernières éditions qui permettent du coup de valoriser cette compétition auprès de vos jeunes, hein, de vos jeunes salariés ou de vos jeunes étudiants ou apprentis dans vos établissements de formation. Une plaquette aussi de promotion de la filière bois, des métiers du bois que l'Union des métiers du bois réalise et que je peux vous mettre à disposition sur demande. Donc si effectivement vous aviez le souhait d'avoir cette petite plaquette de 4 pages que vous voulez mettre à disposition pour valoriser particulièrement cette filière et attirer, on l'a vu, hein, il y a beaucoup de besoins en recrutement. Donc si on veut attirer massivement, oui, il va falloir communiquer. Donc c'est des outils à votre disposition. J'ai donc remis les outils que Fibois a présentés tout à l'heure, donc l'observatoire dynamique avec effectivement le lien qui vous est indiqué pour pouvoir l'utiliser. Ainsi que la bourse emploi filière bois que Fibois Île-de-France ou Fibois développe particulièrement. Là-dessus, tu n'en as pas dit grand-chose, donc je te laisse avec... Ouais, en 2 mots, je maintiens le rythme. L'idée de cette bourse d'emploi, c'est un aspirateur à offre d'emploi, donc qui va sur les différents sites qui existent aujourd'hui, donc que ce soit Pôle emploi, que ce soit l'APEC ou autre. Vous pouvez retrouver la méthodologie, on peut le voir en haut à droite de l'écran, donc vous pourrez revoir d'où tout ça vient. En tout cas, ça permet c'est un aspirateur à offre d'emploi, donc on peut les retrouver. Et dans les prochaines semaines, je vous recontacterai puisque vous serez en tant qu'entreprise en mesure d'y inscrire directement vos offres d'emploi par un processus assez simple. Et c'est aussi sur cette plateforme qu'en tant que personne qui recherche de l'emploi, on peut accéder et déposer son CV en même temps qu'on consulte les différentes offres d'emploi. Donc c'est une vraie plateforme pour faire rencontrer l'offre et la demande sur les métiers de la forêt et du bois. Et elle sera, alors il y a déjà les offres d'emploi et elle sera encore plus opérationnelle dans les prochaines semaines et je vous en dirai plus. Merci. Merci beaucoup. Donc le site métier forêt bois, j'en ai parlé, j'y reviens pas. Un autre outil un peu innovant de promotion des métiers de la filière bois, c'est une application, un peu comme les applications de rencontres. Mais voilà, c'est une application de rencontre pour faire se rencontrer des personnes qui sont dans la filière
et les personnes en orientation et qui souhaiteraient du coup découvrir différents métiers. Donc c'est pas simplement les métiers du bois, on y trouve plein de métiers, avocats, notaires, pharmaciens, etc. Mais la filière bois donc a travaillé sur 5 profils à suivre dans la filière. Donc il y en a 4 aujourd'hui à disposition, un 5e à venir. Donc n'hésitez pas aussi à promouvoir cette application auprès de vos différents publics, auprès des jeunes, pour qu'ils puissent voilà, la diffuser et encore une fois communiquer sur nos métiers. Les WorldSkills, j'en ai parlé très brièvement tout à l'heure. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette compétition, c'est des Jeux Olympiques des métiers, donc de tout métier. Donc, il n'y a pas que les métiers du bois, mais 18 métiers dans la filière du BTP et beaucoup plus effectivement, donc c'est 61 métiers au total qui concourent au niveau régional, national, européen et international. Donc c'est effectivement une bonne vitrine des métiers, ça valorise l'excellence des formations, ça valorise des métiers en tension et pour nous effectivement c'est un bon moyen aussi de communication sur une filière qui recrute et qui excelle dans ces différents métiers. Donc pourquoi je vous en parle? Parce que c'est le moment de recruter les candidats pour la 47e édition. Les jeunes de moins de 23 ans, donc moins de 23 ans en 2024 pour la finale internationale, sont amenés et sont appelés à concourir, s'ils le souhaitent, à ces WorldSkills. En Ile-de-France, on souhaite vraiment mettre un coup de projecteur particulier sur nos jeunes, vraiment en excellence. Donc, quand je parle de jeunes, c'est des jeunes qui peuvent être actifs donc dans vos entreprises ou des jeunes apprentis ou étudiants dans vos filières de formation. Toutes les informations sont sur le site de WorldSkills. Voilà, je vous ai présenté les métiers qui peuvent être proposés. Donc, on a vraiment tous les métiers de la filière du BTP. Donc, je vous ai parlé de la 47e édition. Pourquoi? Parce qu'en plus, cette 47e édition, elle est particulière, parce que les finales internationales se dérouleront quand même en France, donc à Lyon, en 2024. C'est vrai qu'on va avoir quand même un coup de projecteur particulier donné sur la France. Donc, c'est le moment, c'est l'occasion, on s'est dit, voilà, de vraiment y aller sur cette compétition des métiers. Donc, vous êtes tous effectivement des communicants, des diffuseurs, des passeurs de l'information auprès de nos jeunes. Donc n'hésitez pas à leur faire valoir et les inviter à concourir. Alors je vous ai rappelé, si vous voulez leur expliquer sur la filière bois comment ça se passe quand on concourt aux WorldSkills, n'hésitez pas à retrouver les vidéos de nos anciens champions sur le site donc métiersforêtbois.org et il y a effectivement toute une panoplie de vidéos dont ces anciens champions. Et je vous ai surtout mis le lien pour qu'ils puissent s'inscrire sur la plateforme de WorldSkills et donc commencer à concourir à ces Jeux Olympiques des métiers. Voilà pour la présentation que je pouvais vous faire de ces WorldSkills. On en a fini à 1 minute près de ces rencontres. Sachez que donc, je vais vous faire effectivement parvenir l'ensemble des présentations qui vous ont été données à voir aujourd'hui, plus le replay de cette conférence, de cette rencontre. On vous donne rendez-vous aussi en avril pour un colloque plénier, un cours de programmation, et qui se voudra être un colloque d'un peu de restitution de l'ensemble des filières, parce que je vous ai expliqué effectivement qu'il y avait 7 rencontres tout au long du mois de février, donc filière par filière dans le secteur du bâtiment. On souhaite aussi donc organiser à cette occasion-là des tables rondes sur l'impact de la transition écologique et numérique dans toute la filière du bâtiment. Ça rejoint un peu les questions d'interopérabilité, d'interface et de connexion à faire entre nos corps d'État. Ce sera effectivement l'occasion d'en reparler. Et puis on souhaiterait du coup mettre aussi un petit coup de projecteur sur d'autres actions du campus des métiers et des qualifications, dont notamment un hackathon qui est en train de se dérouler en ce moment avec des jeunes étudiants de nos établissements membres qui sont en train de travailler sur la thématique de la gestion des déchets et du réemploi des matériaux. Donc ce sera l'occasion aussi de les mettre à l'honneur et de leur remettre leur prix. Voilà, une fois le jury, une fois que le jury aura statué sur leur restitution.
Donc on n'a pas encore la date, mais je ne manquerai pas de vous la communiquer très rapidement. Je peux peut-être juste partager une information. Donc nous, on est mécène du Forum international bois construction qui aura lieu 6, 7, 8 avril. Je sais qu'il y a un atelier qui va concerner les formations. Donc, je ne sais pas si vous êtes partie prenante voilà, de cet atelier et puis du forum de manière générale. En tout cas, c'est en général la rencontre de tous les acteurs de la filière, et puis c'est assez transverse parce qu'il n'y a pas que architectes, ingénieurs, mais il y a aussi promoteurs, élus, voilà, plein de monde de la filière. Donc c'est peut-être aussi à ce moment-là qu'on pourrait peut-être imaginer une action en faveur de la formation, de recrutement. Enfin, il y a peut-être tout à fait. Madame Sandoz, ouais, FIBOIS est co-organisateur avec, on est en contact régulier avec Madame Valquizer, donc on va en discuter un peu plus avec elle, mais c'est vrai qu'on avait vraiment en ligne de mire aussi cet atelier sur la formation, et donc on vous intégrera peut-être du coup aux échanges sur le sujet pour préparer cet atelier. Ok, volontiers, à disposition alors. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous, voilà, pour votre participation active d'ailleurs, vos contributions à ces échanges, parce que pour nous ça nous nourrit aussi. Vous l'aurez compris, hein, c'est pas simplement pour se rencontrer, et ceci dit, ne serait-ce que ça, c'est déjà une action positive et importante pour nous, hein, la rencontre entre les établissements. On aurait préféré en présentiel parce que c'est là où effectivement les échanges sont beaucoup plus intéressants et conviviaux. Voilà. C'est l'actualité qui veut ça. Néanmoins, sachez qu'effectivement, tout ce qu'on a pu entendre cet après-midi nourrissent vraiment nos réflexions, nos travaux, que ce soit donc la branche, que ce soit l'académie, que ce soit vous, les établissements de formation. Et puis effectivement, n'hésitez pas, si vous avez besoin de contact, de mise en relation avec les différents intervenants qui étaient autour de la table ou les différents acteurs qui étaient autour de la table, établissements, entreprises, etc. C'est aussi fait pour ça. Voilà, là, on ne peut pas jouer la carte de visite aussi facilement. Je me ferai la passeuse de carte de visite sur demande dans ces cas-là. Bon, je transmettrai peut-être le fichier avec les coordonnées, au moins les mails. Merci à toi. Merci, à bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Merci Séverine, merci tout le monde. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Merci Alex, merci Rodolphe. Merci Séverine, au revoir à tous. Au revoir.